Aujourd'hui, je vais vous expliquer en quoi consiste le régime de sécurité sociale en Belgique. Ici, vous voyez le schéma. On l'a vu pendant notre leçon, mais pour ceux qui étaient absents ou pour pour qui c'était un peu plus compliqué, mes explications que je vous donnerai maintenant pourront être utiles. Il faut comprendre qu'en Belgique, il y a trois régimes de sécurité sociale. Il y en a un pour les salariés, et c'est de ces régimes-là qu'on va parler aujourd'hui, pendant cet enregistrement. Il y en a un pour les fonctionnaires et il y en a un aussi pour les indépendants, alors des personnes qui ont leur propre activité économique. Comme vous voyez, cette structure paraît complexe, mais moi, je vais le décortiquer, je vais vous parler de chaque élément séparément. D'abord, il faut se poser une question d'où il y a de l'argent dans le portefeuille, dans le portefeuille de la sécurité sociale, dans le coffre de la sécurité sociale. Alors en fait, il y a trois contribuants. Je vais commencer par je vais commencer par la droite. Sont nous-mêmes, alors les travailleurs, ce que ça nous plaît ou pas, ce que ça nous plaise ou pas, on est obligé de cotiser et ces cotisations sont automatiquement déduites de notre salaire brut. Le pourcentage de notre salaire brut déduit pour les cotisations sociales, c'est 13,07%. Le deuxième contribuant, c'est l'employeur. L'employeur, il est obligé par la loi de cotiser aussi pour notre sécurité sociale. Ici, on parle de deux pourcentages différents. 25% plus ou moins pour les employés, en néerlandais bedienden, des personnes qui travaillent par exemple au bureau, et plus ou moins 30% pour les ouvriers, arbeider, des personnes qui exercent un travail physique. D'où cette différence de pourcentage, on le comprendra après. Il y a aussi l'État qui aide et qui subventionne ce système. Ces trois contribuants, ils versent de l'argent à l'ONSS, l'Office national de sécurité sociale, en néerlandais RSZ. Et si vous travaillez en Flandre, si votre entreprise est flamande, vous recevez la fiche de paye en néerlandais, alors là, vous allez voir l'abréviation RSZ parce que les cotisations sociales déduites de votre salaire sont mentionnées sur votre fiche de paye, sur votre fiche de rémunération. OK? Alors, l'ONSS perçoit ces cotisations et après les redistribue aux différentes branches de la sécurité sociale. Ici, en fait, une autre diapositive juste pour de nouveau souligner qu'il y a trois contribuants, les travailleurs, les employeurs et l'État. La première branche, c'est la pension de vieillesse. Ce qu'on voit dans cette colonne sur le schéma, on voit l'Office national impliqué et la caisse de paiement, alors l'organisme qui nous verse cet argent au moment où on y a droit sur le compte. OK? Alors, il faut comprendre que pour chaque branche, il y a l'Institut, l'Office national qui gère cette branche, et puis il y a comme un organisme d'exécution des ordres, on peut dire, de l'Office national, la Caisse de paiement. OK? Normalement, ce sont deux entités différentes. Pour le cas de la pension de vieillesse, c'est la même entité qui gère et aussi qui verse de l'argent sur un compte. Le service national impliqué, ce SFP, Service fédéral de pension, ou FPD en néerlandais. Je soulignais les offices nationaux, le mot national. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre aussi que le régime de sécurité sociale est, en Belgique est fédéral. Alors,
il est partout le même. Ça n'a pas d'importance si vous habitez en Flandre, en Wallonie ou à Bruxelles. C'est pour cette raison aussi que les sites internet de ces organisations ou offices, excusez-moi, nationales, institutions nationales qui gèrent une branche particulière sont dans 3 langues officielles, le français, le néerlandais et l'allemand. Alors, vous pouvez vous-même chercher beaucoup d'informations. Sur le site internet mypension.be, vous pouvez voir en quelle année vous allez pouvoir partir à la retraite et vous pouvez aussi voir une simulation de votre pension de vieillesse. Je répète, c'est une simulation. Pourquoi? Parce que on ne sait pas encore comment votre carrière professionnelle va évoluer. On ne sait pas encore combien d'années effectivement vous allez travailler. OK? Mais n'oubliez pas que vous avez la possibilité d'accéder à votre compte sur ce site. Bien sûr, c'est pour des personnes qui ont déjà commencé à travailler en Belgique, alors qu'ils ont déjà une certaine historique du travail en Belgique. Sur ce site, vous allez voir 2 choses. Vous allez voir les informations concernant votre pension légale, qui est financée par des cotisations sociales, et aussi si vous avez droit à la pension complémentaire, et si oui, combien a été déjà cotisé pour votre pension complémentaire. C'est quoi une pension complémentaire? C'est une pension qui, dont les travailleurs peuvent bénéficier par l'intermédiaire de leur employeur ou de leur secteur professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça se peut qu'au niveau du secteur, il y a un accord que toute personne employée dans ce secteur doit bénéficier de la pension complémentaire. Dans ce cas-là, l'employeur, il est obligé de cotiser pour cette pension. S'il n'y a pas un tel accord au niveau sectoriel, dans ce cas-là, c'est chaque entreprise pour soi qui le décide. C'est pour cette raison que ça peut être intéressant au moment où vous cherchez du travail de poser la question, est-ce qu'il y a aussi la pension complémentaire si c'est quelque chose qui est important pour vous? OK? Si vous êtes un salarié qui ne peut pas bénéficier de la pension complémentaire auprès de son employeur, vous pouvez le faire à votre propre initiative sous pension libre complémentaire pour le travailleur salarié. Si vous êtes syndiqué, je vous conseille de s'en informer auprès du syndicat ou chercher des informations complémentaires sur l'Internet. Les indépendants, étant donné que eux, ils sont aussi leurs propres patrons, eux, ils décident eux-mêmes s'ils veulent payer ou cotiser pour la pension complémentaire ou pas. Alors en fait, maintenant, d'une façon, disons, naturelle, je commençais à parler des 3 piliers de la pension en Belgique. Le premier pilier, c'est la pension légale, alors qui est financée par les cotisations sociales, qu'on est obligé de payer quand même en exerçant un travail, en ayant un travail, bien sûr, légal. La pension complémentaire qui, normalement, dépend du secteur dans lequel travaille ou de l'employeur. Éventuellement, on peut le faire de sa propre initiative. Et le troisième pilier, c'est l'épargne pension. Comme le titre l'indique, c'est une sorte d'un programme d'épargne, un produit d'épargne. L'argent que vous épargnez est investi dans des fonds d'investissement. C'est pour cette raison que on peut souscrire une épargne pension auprès d'une banque. L'État motive les gens de le faire parce qu'on s'est dit, la société est vieillissante, on ne sait pas combien d'argent il y aura dans le coffre de la sécurité sociale au moment où on partira à la retraite. Les gens vivent de plus en plus lent, alors les frais les plus élevés pour l'État en ce moment, ce sont les pensions. Alors, on veut inviter les gens de commencer à épargner eux-mêmes parce qu'on ne sait pas comment la situation va évoluer. Excusez-moi. Pour cette raison, l'État offre une réduction d'impôt si on épargne pour sa pension. Il y a 2 montants maximum par an qu'on peut épargner
dans le cadre de ce troisième pilier, c'est soit pour l'année 2022, 990 €, soit 1260 €. Et pour le premier montant, ça vous donne droit à une réduction d'impôt de 30%. Alors, ça veut dire en quelque sorte que l'État vous offre ou que vous avez un avantage fiscal de 297 €. Si vous choisissez ce montant, ce 12e montant qui est plus élevé, dans ce cas-là, on a droit à une réduction d'impôt de 25% et cet avantage fiscal est de 317,50 €. OK? Ce qui peut être aussi important de savoir est que vous pouvez souscrire ce produit, vous pouvez aussi décider de l'arrêter à chaque moment, mais c'est moins intéressant de retirer cet argent avant l'âge de la retraite. Pourquoi? Parce que étant donné qu'il y a un avantage fiscal, l'État va vous demander de lui rembourser cet avantage fiscal. Alors, même si vous arrêtez, par exemple, vous allez quitter la Belgique, ça vaut la peine de garder cet argent à la banque et seulement l'exiger, le retirer au moment où vous allez avoir l'âge de la retraite d'application en Belgique. La 12e branche, c'est les soins de santé. L'Office national impliqué, l'Office national qui gère cette branche, c'est l'INAMI, Institut national d'assurance maladie et invalidité, en néerlandais RISIF. La caisse de paiement, alors l'organisme qui vous paye sur le compte, l'organisme qui est en quelque sorte le point de contact pour vous au cas de questions, c'est votre mutualité ou la caisse auxiliaire d'assurance maladie et invalidité. Ici, vous voyez des différents logos, excusez-moi, des mutualités. Je vous dis tout de suite que, par exemple, vous voyez ici Socialistische Mutualiteit et le même signe, la même icône pour de Voorzorg. Ok? En fait, c'est la même mutualité, la mutualité socialiste, sauf que dans chaque province, parfois, ils ont un autre mot commercial. Par exemple, vous voyez ici aussi ici par exemple une libérale mutualité. Il y a entre vous des personnes qui peut-être reconnaissent un peu je vais l'indiquer, reconnaissent un peu cette icône ici. Ça se peut que chez vous, ça s'appelle LM+. C'est la même mutualité, juste le nom commercial est différent. OK? La caisse auxiliaire, c'est HZIV. C'est quoi la caisse auxiliaire? Il faut comprendre ça un peu, il faut voir ça un peu comme une mutualité publique. OK? La différence entre les autres mutualités qui sont semi-privées est que pour être inscrit dans une des mutualités, excusez-moi, ici, vous devez payer des cotisations personnelles à la mutualité, juste, excusez-moi, pour être membre, tandis que si vous décidez de vous inscrire auprès de HZIVET en français, CAMI, Caisse auxiliaire d'assurance maladie et invalidité, c'est gratuit. En ce qui concerne les remboursements couverts par la sécurité sociale, les remboursements sont les mêmes. Il y a quelques différences entre les mutualités auxquelles on doit payer des cotisations personnelles et celle qui est publique, mais de cela, on va parler pendant la leçon sur les soins de santé. Je vous montre un logo en plus, Elan. C'est une mutualité nouvelle qui englobe deux mutualités d'avant, Partena et OZ. Onafhankelijke Ziekenfonds. Mutualité indépendante. Maintenant, c'est Elan.
La troisième branche de la sécurité sociale concerne l'emploi, ou plutôt les indemnités liées à manque d'emploi. Ça peut être lié au chômage, lié au congé thématique, par exemple pour s'occuper de son enfant, lié au crédit temps, c'est une sorte de suspension de son contrat de travail pendant une certaine période. Alors on garde notre travail, on a cette sécurité qu'on pourra revenir, retourner au même travail, mais pendant la période de la suspension du contrat, on reçoit une indemnité. L'Office national qui s'en occupe, qui gère cette branche, c'est l'ONEM, Office national d'emploi, le RVA en néerlandais. Ça se peut qu'il y ait entre vous des personnes qui ont déjà entendu le mot ou l'abréviation de RVA. Si jamais vous voulez chercher plus d'informations sur combien de temps il faut travailler en Belgique pour avoir droit au chômage ou c'est quoi le crédit temps, quel type de congé thématique il y en a, vous pouvez vous-même faire des recherches sur le site onem.be, mais on en parlera un peu, pas en détail, pendant la leçon sur le travail. Si jamais vous avez droit à une indemnité payée dans le contexte de cette branche, alors par exemple, vous avez droit au chômage, votre caisse de paiement, alors l'organisme qui va vous payer sur le compte, ce n'est pas le RVA, c'est un des 3 syndicats. En Belgique, il y a 3 syndicats, l'ABVV, le syndicat socialiste, l'ACV, le syndicat chrétien, et l'ACLVB, le syndicat libéral. OK? Les abréviations que vous voyez ici sont en néerlandais, mais le nom existe aussi en français. Alors, si vous perdez du travail, si vous voulez savoir si vous avez droit au chômage, vous pouvez vous adresser à votre syndicat, OK? En fonction où vous êtes inscrit. Mais étant donné qu'il n'y a pas d'obligation d'être inscrit au syndicat, il y a aussi une caisse auxiliaire de sécurité sociale pour payer les indemnités au cas de perte de travail, et c'est CAPAC en français et HVW en néerlandais. Alors, au moment où vous perdez du travail, vous voulez savoir si vous avez droit au chômage, vous ne devez pas vite fait vous inscrire au syndicat. Vous pouvez aussi passer au CAPAC. Être syndiqué a ses avantages, comme par exemple, le syndicat est là pour défendre vos intérêts. Alors, ils vont vraiment très bien analyser votre situation pour voir ce qu'on peut faire pour vous aider, pour voir si on doit encore contacter votre employeur pour demander certains papiers. Si vous n'êtes pas syndiqué, vous passez au CAPAC. CAPAC ne va pas faire ces analyses très profondes. Il va effectivement analyser juste selon la loi si tous les papiers que vous avez ramenés jusqu'à maintenant sont corrects ou pas. Mais s'il y a un certain problème, conflit avec l'employeur précédent, le CAPAC ne va pas vous aider de résoudre ces problèmes. C'est ça un peu la différence entre les syndicats et la caisse auxiliaire dans ce contexte. La branche suivante concerne les risques professionnels. L'Office national qui s'en occupe, qui gère cette branche, s'appelle FEDRIS. Là, vous pouvez trouver beaucoup d'informations, beaucoup de législation, sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Les accidents de travail, ce sont les accidents qui ont lieu au lieu de travail. Les maladies professionnelles, ce sont les maladies desquelles on souffre après une certaine période pendant laquelle on a exercé une profession et à cause de laquelle cela nous a endommagé, par exemple, le dos. Alors, on n'est plus capable de travailler.
Si jamais vous êtes dans la situation où vous avez subi un accident de travail, c'est pas la mutualité qui va vous payer des indemnités parce que c'est pas lié à votre vie privée. La mutualité couvre les remboursements qui sont liés aux incidents qui se passent dans votre vie privée. Tout ce qui est lié à votre vie professionnelle, en ce qui concerne les soins de santé, l'indemnité de congé maladie, c'est la société d'assurance d'employeur. Ce qu'on pourrait voir, je veux juste revenir derrière si je peux. Ah non, je ne peux pas. Mais vous allez voir sur le schéma que la caisse de paiement, c'est la société d'assurance de l'employeur. Il y a parfois des situations où vous entendez quelqu'un qui a eu un accident de travail, il est à la maison et il dit qu'il reçoit des indemnités de la part de sa mutualité. Excusez-moi. Ça peut arriver quand la société d'assurance de l'employeur veut d'abord analyser ce qui s'est passé et seulement par après donner son avis si on peut parler ici effectivement d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Pendant cette période, ce n'est pas encore reconnu comme accident de travail. Alors, en fait, pour que vous ayez des moyens à survivre, on vous propose de passer à la mutualité. La mutualité va effectivement vous payer, mais ce qu'on reçoit comme remboursement de la part de la mutualité, c'est plus bas que ce qu'on reçoit comme remboursement dans le cadre de risques professionnels payés par la société d'assurance de l'employeur. Dans ce cas-là, on parle de l'indemnité qui couvre presque 100% de notre salaire. Tous les frais médicaux sont couverts par la société d'assurance, tandis que si c'est quelque chose, on est en congé maladie parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé dans notre vie privée, la mutualité nous rembourse environ 70% et l'indemnité de congé de maladie, c'est environ 60% de notre salaire. OK? La cinquième branche, c'est le congé annuel. Il se peut que pour certains d'entre vous, c'est surprenant de voir ça ici comme une partie du régime de sécurité sociale. Alors, effectivement, en Belgique, pour les ouvriers, je souligne seulement pour les ouvriers, le congé annuel payé et le pécule des vacances. C'est quoi le pécule des vacances? En néerlandais, on l'appelle vakantiegeld. Alors, de l'argent qu'on reçoit pour bien passer ses vacances, c'est financé par la sécurité sociale. Alors, en fait, au début, je vous ai dit que le pourcentage que l'employeur il doit payer pour son travailleur pour sa sécurité sociale, c'est de 25% pour les employés et 30% pour les ouvriers. C'est ici exactement qu'on comprend pourquoi. L'employeur cotise plus parce qu'un ouvrier reçoit plus de la sécurité sociale. Par exemple, le congé annuel payé et le pécule des vacances. Tandis que pour l'employé, il a aussi droit au congé annuel payé et au pécule des vacances, mais dans ce cas-là, c'est son employeur qui est obligé de le lui payer de sa poche. Alors ici, la sécurité sociale ne rentre pas. Je vais juste faire référence à la branche d'avant, les accidents de travail, les maladies professionnelles. Ici aussi, pour les ouvriers, une probabilité d'avoir un accident de travail grave qui se traduira en congé maladie de longue durée est plus élevée que dans le cas des employés. C'est pour cette raison aussi que les employeurs doivent cotiser un peu plus pour la sécurité sociale de ces ouvriers. OK? Alors, le congé annuel et le pécule des vacances, l'Office national qui gère cette branche, c'est l'ONVA, Office national des vacances annuelles, et la caisse de paiement. Alors, la caisse de laquelle on reçoit cet argent sur notre compte, c'est la caisse sectorielle. Alors, en fonction du secteur dans lequel on travaille. C'est bien vrai que pour de nouveaux secteurs, comme par exemple le secteur
de ménage à domicile, alors le secteur qu'on appelle titre-service, c'est un nouveau secteur. Alors ce secteur n'a pas encore sa propre caisse. Alors si vous travaillez dans ce secteur, si vous avez déjà reçu le pécule de vacances, vous avez remarqué que cet argent est venu effectivement d'un organisme qui s'appelle le ONVA ou en néerlandais RGV. On voit cela ici. OK? Un autre secteur nouveau qui n'a pas sa propre caisse, c'est le secteur des intérimaires. Alors, si vous avez déjà travaillé en tant qu'intérimaire, si vous avez déjà reçu pécule de vacances, vous avez remarqué que cet argent a été versé par cet Office national des vacances annuelles. Sur le site onva.be, vous pouvez accéder à votre compte. C'est seulement pour les ouvriers, comme vous le voyez ici, et les artistes. Alors, vous cliquez là-dessus et vous allez vous identifier. D'abord, on vous demande, êtes-vous un citoyen, êtes-vous une entreprise ou un professionnel? Vous cliquez sur citoyen. Et ici, on vous demande de choisir la façon par laquelle vous voulez vous identifier. Alors, soit vous le faites avec un lecteur de la carte d'identité, soit vous le faites avec l'application It's Me. OK? Je vous dis tout de suite que dans beaucoup d'ordinateurs achetés en Belgique, le lecteur est déjà intégré dans les ordinateurs portables. Alors, vous ne devez pas avoir un lecteur séparé. Et si je me souviens bien, le lecteur de carte bancaire de Belfius est aussi, lit aussi des cartes d'identité électroniques. OK? Alors, vous vous identifiez et vous allez pouvoir consulter le montant de votre pécule de vacances qui va être payé cette année et aussi la durée ou le nombre de jours de congés payés auxquels vous avez droit cette année. En ce qui concerne le congé annuel payé, je vais y revenir encore quand on parlera du sujet du travail, et se base sur combien de temps vous avez travaillé l'année dernière, l'année précédente. Alors, si on a travaillé toute l'année dans le sens à temps plein de janvier jusqu'à décembre, on aura droit à la totalité du nombre de jours de congés annuels payés et le pécule des vacances sera de 100% aussi. Si on a travaillé juste 6 mois, ça va être la moitié. Je répète, on en parlera encore quand on traitera le sujet du travail. La dernière branche, ici sur mon schéma indiqué de façon un peu séparée, c'est la branche qui concerne les allocations familiales. OK? Pourquoi c'est séparé? Parce que même si cet argent vient toujours de la sécurité sociale, alors ce sommes nous, c'est notre employeur, c'est aussi l'État qui sont les contributeurs. Maintenant, chaque région, la Flandre, Bruxelles-Capitale ou la Wallonie, décide séparément quels sont les montants qu'on paye aux enfants. Pourquoi j'ai dit aux enfants? Parce que même si bien sûr de l'argent n'est pas donné aux enfants, cet argent est pour les enfants. OK? En néerlandais, maintenant on utilise le mot groeipakket pour dire les allocations familiales. Si vous allez sur le site groeipakket.be, vous pouvez choisir le français ici et par après vous allez voir que vous pouvez consulter beaucoup de choses. Par exemple, quelles sont les interventions du groeipakket? Quels sont les montants qu'on peut recevoir du groeipakket? Comment introduire une demande, etc. Je répète,
le mot groeipakket maintenant signifie tout simplement les allocations familiales en Flandre. Pour la Flandre, ici vous voyez tous ces éléments que je viens de montrer. Pour la Flandre, vous faites la demande auprès d'une des caisses de paiement des allocations familiales. Alors, c'est Kids Life, Infino, Parentia, Fonds ou My Family. Vous choisissez auprès de quelle caisse vous voulez faire la demande et c'est cette caisse qui va vous payer ces allocations. Je vous dis tout de suite que les montants sont les mêmes parce que sont fixés par la loi, mais comme avec des syndicats, chaque syndicat a la même mission, mais on va être content d'un syndicat plus que l'autre parce que ça dépend des personnes qui y travaillent tout simplement. Ok, mais vous avez cette liberté de choisir auprès de quelle caisse vous voulez vous inscrire. Il faut aussi comprendre que le régime de sécurité sociale, c'est comme une parapluie qui est au-dessus de nous au cas où il y a des problèmes. Bon, bien sûr, on ne peut pas dire que les vacances ou les enfants, ça veut dire les problèmes, mais dans la plupart des cas, au cas des problèmes. Ça vient d'où? En fait, au 19e siècle, la sécurité sociale était libre. Alors, en fait, chacun pouvait décider s'il voulait y participer ou pas. Mais on s'est rendu compte qu'avec une crise qui est survenue, ceux qui ne cotisaient pas se sont retrouvés dans des situations précaires, même étaient morts. Ça veut dire que leurs familles sont restées sans père, parce que c'était surtout les hommes qui travaillaient à l'époque, bon, même si les femmes et les enfants le faisaient aussi, mais l'homme, c'était celui qui gagnait le plus. Alors, toutes les familles se trouvaient sans rien. Alors, on a décidé d'organiser ça un peu mieux. On a décidé de faire ça obligatoire parce qu'on s'est dit, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et c'est bien vrai, avec la pandémie, ça a été quelque chose de complètement imprévu. Les pays où ce système de sécurité sociale ne fonctionne pas très bien, les gens de ces pays ont eu beaucoup de mal de survivre, tout simplement. Alors en fait, au début, c'était la question de survie. Avec le temps, quand on a déjà assuré cela, on a pu étendre cette protection aux aspects juste pour rendre notre qualité de vie ou mettre notre qualité de vie à un niveau plus élevé, comme par exemple nous permettre de bien se reposer pendant les vacances et nous donner des sous pour pouvoir bien élever ses enfants. OK? Là, le sécurité sociale, alors, est une sorte d'assurance. Assurance obligatoire. OK? Et l'autre principe sur lequel se base le système de sécurité sociale est la solidarité. Pourquoi la solidarité? Parce que moi, qui n'a pas d'enfant, je suis consciente que mes cotisations sociales, une partie de ces cotisations vont aux personnes qui ont des enfants. Mais un jour, quand j'aurai des enfants, je pourrai aussi bénéficier des allocations familiales. Alors, c'est une sorte d'assurance. Moi, je suis en bonne santé, je travaille, je suis consciente du fait que une partie de mes cotisations sociales vont aux personnes qui sont maintenant en congé maladie ou qui ont perdu du travail. Je sais, je n'ai rien contre, mais si jamais ça m'arrive à moi, je sais que je pourrais bénéficier de ce système. Alors, c'est une solidarité. Si on travaille en noir, même si j'espère que ça n'arrive pas trop souvent, parce que la pandémie nous a montré que travailler en noir est très risqué, parfois on est contente parce qu'on a plus d'argent dans la poche. Mais il ne faut pas oublier que cela signifie aussi qu'on ne cotise pas pour la pension, on n'est pas assuré. Alors s'il y a un accident de travail, ok, je pourrais toujours aller à la mutualité dire que c'est un accident qui est survenu dans ma vie privée. La mutualité va
effectivement vous rembourser des frais médicaux et payer indemnité congé maladie, mais seulement de 60-70% et pas 100%, comme c'est le cas quand l'accident de travail, dans le cas d'un accident de travail. Si vous perdez ce job, vous n'avez pas droit au chômage, vous n'avez pas de droits sociaux. Tandis qu'un travail légal veut dire qu'on cotise pour notre pension. Au cas d'une maladie, on est sûr de recevoir l'indemnité de maladie. Si on perd le job, on est sûr de recevoir le chômage. Si on a travaillé suffisamment longtemps et on a des droits sociaux. Mais effectivement, il y a une partie importante de notre salaire qui va à la sécurité sociale. Ici, vous voyez le film, la vidéo que je vous ai montré pendant notre leçon. Je vais inclure le lien pour cette vidéo séparément sur la plateforme Google Classroom. Maintenant, on va se pencher un tout petit peu sur une fiche de paie, une fiche de rémunération. C'est un exemple. Chaque fiche de paie peut être différente. Ok. En néerlandais, on l'appelle ici en Flandre très souvent loonbrief. Ok. Alors maintenant, si je cherche l'abréviation RSZ, l'abréviation néerlandaise pour l'Office national de sécurité sociale, je sais que cela va être lié aux cotisations sociales. Ok. Je vois 2 fois cette abréviation mentionnée. Le premier montant que je vois, il est très élevé, 2000. Alors je sais qu'il ne s'agit pas ici de cotisation, mais il s'agit ici du montant duquel on va compter, on va faire des calculs pour savoir quel pourcentage, quel montant on doit déduire. C'est toujours le même pourcentage, 13,07, mais en bas, on voit un montant moins de 173, alors on sait que c'est le montant pour les cotisations sociales. Le mot que vous voyez ici, bedrijfsvoorheffing, un mot difficile, veut dire des impôts. Pourquoi un tel mot et pas le mot que vous connaissez peut-être mieux, belastingen? Parce que c'est une avance sur les impôts que l'entreprise est obligée de déduire de notre salaire et verser au service d'impôt. Pourquoi l'entreprise est obligée? Parce que dans le passé, il est arrivé que si c'était nous qui, à la fin de l'année, devions déclarer à l'État combien d'impôts on devrait payer, ça aurait pu causer beaucoup de problèmes financiers à beaucoup de personnes parce que pas chacun sait bien gérer ses moyens. Alors en fait, on oblige l'entreprise d'enlever, comme ça on paye déjà d'une façon anticipée pour nos impôts. Et après, qu'on fasse la déclaration fiscale, on verra si ce qu'on a payé jusqu'à maintenant a été suffisant ou pas. On parlera un peu des impôts, peut-être pas des impôts, de déclaration fiscale pendant une des leçons suivantes. Ici, on voit que la personne doit payer 464 € pour les impôts. À la fin, on voit le montant net. Alors, dans ce cas-là, on voit le montant de 1326 €. OK? Je vous dis tout de suite aussi que je suis en train de voir si on a une date. Oui, cette fiche de paye est de 2008. Alors, c'est assez, il y a beaucoup de temps. Des éléments qui sont sur des fiches de paye n'ont pas changé. Alors, les éléments, ce que j'explique maintenant, on les retrouve toujours aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a en gros des personnes qui n'ont jamais vu ce document.
Maintenant, quand vous recevez la déclaration fiscale à remplir, on vous informe aussi, pour rendre la population consciente, à quoi servent les impôts et les cotisations sociales. Alors, il faut aussi comprendre qu'il y a deux choses qui sont déduites de notre salaire. La première chose, c'est toujours d'abord les cotisations sociales. Et ces cotisations sociales servent à financer ce qu'on vient de voir. Les pensions, les soins de santé, l'emploi, ça veut dire le chômage, crédit temps, congé thématique, etc. Les indemnités au cas de maladie professionnelle ou accident de travail, les congés annuels payés et les pécules de vacances, et les allocations familiales. Les cotisations servent à payer ceci. La deuxième chose, le deuxième montant qui est déduit de notre salaire, important, ce sont les impôts. Et à quoi servent les impôts alors? Les impôts servent à l'infrastructure qui est autour de nous. Alors, par exemple, à financer l'enseignement. Ceux d'entre vous qui ont des enfants, vous savez très bien qu'il n'y a pas de frais d'inscription. Il y a quelques petits frais qu'on doit payer à l'école, mais l'enseignement est gratuit. Le transport, effectivement, on paye nos tickets quand on prend un bus, un train, mais c'est subventionné. On ne paye pas le prix réel. L'ordre et sécurité publique, il y a la police, il y a l'armée. Alors, ces services sont payés par nos impôts. Loisirs, culture et culte, on va à la bibliothèque. Il y a parfois des événements culturels organisés. C'est subventionné ou c'est gratuit pour nous ou on doit payer un petit montant. Excusez-moi. Et en fait, c'est tout. Pendant la leçon, c'est le moment où je vous pose des questions. Est-ce que vous avez, je vous pose une question, avez-vous des questions? On n'a pas cette possibilité maintenant, mais c'est juste pour vous faire comprendre, voilà, c'est ça le régime de sécurité sociale. Et les cotisations sociales servent à ce qu'on a vu pendant la majorité de notre temps, et les impôts servent à tout ce qui nous entoure. J'espère que ça sera utile. Merci et à la prochaine.